C'est vrai? Ah ouais. Voilà, donc très heureux d'être ici à Ludovia pour cette 15e édition. Donc aujourd'hui, le sujet qui va nous animer est une table ronde autour de la programmation. Donc je vais vous rappeler très rapidement le titre de cette table ronde, présenter les intervenants du jour, et ensuite on laissera la parole aux intervenants. Donc cette table ronde autour des nouveaux codes numériques, la programmation et la robotique à l'école pour mieux comprendre et agir sur le monde. Voilà la thématique qui va nous animer jusqu'à midi et demi. Voilà. Donc sur l'organisation, une organisation classique sur la table ronde, des prises de parole des intervenants, et nous garderons une quinzaine de minutes à la fin de la table ronde pour des questions. Voilà, et une petite synthèse pour terminer. Voilà. Donc on va procéder aux classiques présentation des intervenants. Alors, je vais commencer moi-même et ensuite je vous présenterai. Donc, je me présente, je suis Guillaume François, je suis coordonnateur territorial numérique éducatif pour Réseau Canopé sur la direction territoriale Occitanie. Donc, je suis sur mes terres, je suis enseignant détaché de lettres modernes à l'origine et donc évidemment sur des projets autour de la programmation et de la robotique. Ce sont des projets qui nous animent beaucoup sur le territoire. Et j'espère aussi nos intervenants. Donc je vais commencer dans l'ordre. N'hésitez pas à me corriger si il y a un petit souci au niveau du nom de famille ou autre information qui serait erronée. Voilà. Donc je commence par Catherine Procureur, donc professeure de mathématiques, formatrice PAF second degré SP, pour la programmation et l'algorithmie, notamment autour de l'activité débranchée, GeoPortus, Scratch, Plotly, Timio, Bluebot, Souris-Gelin, évidemment. Donc là, ce sont des mots quand même qu'on va retrouver assez souvent. Là, le vocabulaire, il est déjà lancé. Référent de trame Techno également, en 2016-2017 pour l'Académie de Strasbourg. Vous avez travaillé aussi sur ce thème pour assurer une continuité pédagogique du cycle 2 au cycle 4. On y reviendra justement avec une particularité d'intervenir à la fois sur le second et le premier degré et cette passerelle que vous essayez de tisser sur le terrain. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous avez proposé déjà une formation, notamment dans le cadre du CAFA, entre premier et second degré. Voilà, et également des co-interventions dans le primaire. Voilà, parfait. Donc je continue. Désolé, je n'ai pas toutes les biographies en tête, donc j'ai oublié d'appuyer sur le texte. Donc Cindy Desmet, on remercie, qui est notre grand témoin, qui va aussi nous éclairer avec son point de vue de chercheur. Donc maître de conférence en sciences de l'éducation à l'ESP de Nice, Sophia Antipolis, et responsable de l'acte usage créatif du numérique au laboratoire d'innovation numérique pour l'éducation, l'INE, connu et reconnu. Thème de recherche, l'apprentissage assisté par la technologie et les compétences du XXIe siècle. Vous avez travaillé notamment l'année passée sur les cours en Master 1, dans les cours TIS et en Master MEF premier et second degré. Vous avez travaillé sur la pensée informatique, d'une activité d'apprentissage de programmation débranchée jusqu'à une activité branchée autour de Scratch. Voilà. Parfait, très bien. Alors, donc, je continue avec notre troisième intervenante, donc Michel Larja, qui est là avec nous. Donc vous êtes adjointe chef du département du développement et la diffusion des ressources numériques au ministère de l'Éducation nationale. Et vous êtes spécifiquement en charge des ressources pédagogiques pour la technologie et les STI 2D. Voilà. Donc responsable du projet école numérique et industrie, l'ENI, projet de valorisation de la culture technique et industrielle au sein de l'école qui se traduit par la mise à disposition de ressources et scénarios pédagogiques sur la plateforme Étincelle, notamment opérée par Réseau Canopé. On aura l'occasion d'y revenir et d'avoir des éléments concrets et tangibles dans votre intervention. Je termine par Antonin Coix. Donc, ancien professeur de philosophie, on peut toujours être ancien professeur de philosophie, on est philosophe toute sa vie, toute sa carrière, responsable du développement de la Ligue de l'enseignement et chargé du développement numérique. Plus spécifiquement, vous êtes également président fondateur de l'association Popistation.
on va s'afficher ici, pour le développement des écosystèmes robotiques open source en éducation. Voilà, j'invite aussi les spectateurs à aller sur le stand de la Ligue de l'enseignement pour avoir davantage d'informations également. Donc, développé avec l'INRIA, l'IFENS Lyon, les AM et le PFL également. Voilà. Administrateur national de Mednum, société coopérative de médiation numérique dont l'État est également actionnaire, porteur de nombreux projets pour le développement de l'éducation et par le numérique en France et en Europe. Voilà. Et avec des clics numériques, et avec ClassCode, donc le partenariat avec les Franca, Canopé encore, nous, le CRI, l'Université de Paris Hydro, voilà. Donc tous les partenariats auxquels aussi on est habitué. Voilà. On a rajouté, très bien. Donc je vous propose de rentrer directement dans le... dans le sujet et peut-être vous rappeler la problématique qui va nous animer, essayer de la reformuler, d'en rentrer directement dans ce thème-là. Donc, pour reprendre la thématique, donc, cette question des nouveaux codes numériques, un domaine pour lequel l'institution a dû faire preuve d'innovation depuis quelque temps, c'est certainement celui de la programmation de l'initiation à la robotique à l'école. L'inscription dans les programmes scolaires, on y reviendra, depuis 2016, et même s'il y a eu des précédents il y a quelques années autour de l'algorithmie, et la floraison d'initiatives à l'école primaire et au collège, l'utilisation de cartes programmables, de robots, on a déjà nommé certains déjà, la capacité à mobiliser les différents acteurs de l'école et de l'éducation populaire, tout témoigne d'un processus de changement pour accompagner l'apprentissage de la culture et des codes numériques de la société dans laquelle évoluent les élèves. Pour résumer, l'institution doit être créative, doit faire preuve d'innovation pour répondre à de nouveaux défis que nous pose la société, les défis du numérique, les compétences du XXIe siècle, on y reviendra. Et on pourrait se poser déjà une première question, et je voulais vous laisser vous positionner. Est-ce vraiment une innovation d'intégrer dans les programmes cette partie de robotique, de programmation? On sait que on parle d'initiation dans les cycles 2 et le cycle 3, ensuite on parle dans le cycle 4 véritablement d'apprentissage d'algorithmie. On a vraiment là un processus et un fil rouge qui est tiré du cycle 2 jusqu'au collège. Donc, première question, et je vais vous laisser vous positionner, cette innovation dans les pratiques de robotique et programmation, à l'école, amène peut-être les élèves à mieux appréhender justement la société du numérique et ses nouveaux codes. Donc je vais laisser la parole peut-être à Michel Elarjac qui pourra commencer et on poursuivra. Voilà. Oui, bonjour. Donc, pour répondre à cette question, on peut répondre par une autre question. Est-ce que l'apprentissage du calcul permet de mieux appréhender les codes de la société ? Est-ce que l'apprentissage du programme d'électricité en sciences physiques permet de mieux appréhender la société? En fait, c'est difficile de répondre totalement non, parce que bien sûr, ça outille les élèves pour comprendre et pour accéder au monde qui les entoure. Mais c'est également difficile de répondre oui, surtout si on parle des codes de la société. Parce que bon, la société, globalement, si la comprendre et tout. Et là, pour pouvoir vraiment appréhender les codes de la société, il faut avoir des apprentissages qui ne soient pas déconnectés des réalités sociales, des usages sociaux. Et il faut un minima informer sur l'utilité des savoirs. Alors, il est bien sûr très important d'utiliser le ressort ludique pour apprendre, et ça va plaire à beaucoup d'élèves. On embarquera plus d'élèves. Maintenant, ça ne va pas les préparer au code de la société, appréhender la société. En revanche, si on apprend à programmer un petit programme en homothétie avec ce qui se passe dans une réalité industrielle, par exemple, ne pas faire par un robot une tâche répétitive, à ce moment-là, on commence déjà à plus entrer sur ce à quoi va servir un robot, et en particulier un robot industriel qui pourra aider qui va éviter les TMS, qui va soulager l'homme.
Et donc le rapport entre l'homme et le robot est là une problématique de société et une véritable réalité sociale. Cependant, je crois qu'il ne suffit pas, quand on est éducateur, de préparer les élèves à s'intégrer dans la société telle qu'elle est. On est aussi là pour la faire évoluer, pour l'améliorer. Et on remarque que depuis la fin des années 80, il y a de moins en moins de femmes dans l'informatique, alors que le premier programme est lié, et c'est une femme qui l'a écrit. Le premier compilateur, c'est une femme qui l'a créé. Le langage COBOL, on arrive encore à se servir maintenant, malgré son ancienneté, tellement il était souple et bien conçu. C'est également une femme qui l'a écrit, donc qui l'a inventé. Donc il n'y a pas vraiment de prédisposition pour que les femmes ne soient pas impliquées dans la société du numérique. Malheureusement, elles sont bien plus nombreuses dans les autres filières d'ingénieurs, et pourtant les ingénieurs techniques, elles ne sont pas très nombreuses, qu'elles ne sont dans les filières d'ingénieurs techniques, informatiques, puisqu'elles ne sont que plus qu'à 10%. Et c'est aussi, je dirais, c'est aussi notre travail, nous, actuellement, et je suis ravie que nous soyons 3 femmes sur cette table ronde, qui est de montrer que les femmes le font. Alors, bon, il y a Isabelle Collet qui s'est penchée sur le problème, puisque c'est elle qui a mis en évidence ce problème, insiste sur la représentation des métiers. Et du coup, c'est pourquoi ça me paraît important, et c'est ce qu'on essaye de faire, de relier les activités aussi aux métiers, sur la représentation des métiers dans le choix que peuvent faire les filles. C'est-à-dire qu'au début, l'informatique était considérée comme une activité de calcul, presque de comptable. Donc il y avait beaucoup de femmes qui s'orientaient vers l'informatique. Et puis, après, l'informaticien, il est apparu sous la forme du geek, dopé à la caféine, dopé à l'écran, indisponible pour son entourage. Bien évidemment, c'est très loin des valeurs traditionnelles féminines, et les femmes se sont éloignées des métiers d'informatique. Donc c'est tout ça qu'il faut rétablir, et il y a le code, mais il y a aussi toute l'information que l'école doit apporter en même temps. Je vous remercie pour cet éclairage. Je vais céder la parole à Antonin. Mais il y a quelque chose de très clair. C'est vrai qu'en français on parle d'informatique, mais en anglais on parle de computer. C'est vrai qu'à la base ce sont des machines à calculer. C'est quelque chose qu'on a oublié. Et cette perspective aussi de la parité et d'engager aussi quand même les jeunes filles à sortir ces voies vers l'informatique, vers la programmation. C'est assez intéressant. Je pense qu'il y a quand même un petit basculement peut-être qui est en train de s'opérer, pour avoir déjà assisté par exemple à des game jams ou à des édu game jams, et voir que dans les écoles de jeux vidéo, on voit de plus en plus quand même alors on les voit souvent plutôt en game design, mais on commence à les voir vraiment du côté des développeuses, et on voit de plus en plus quand même dans les écoles de jeux vidéo, même si la grande majorité reste quand même encore l'image du garçon un peu geek, voilà. Mais on espère que ça va évoluer en tout cas. Antonin ? Oui, alors je souscris évidemment complètement à ce qui vient d'être dit. Simplement, en complément de ça, il me semble que l'intérêt de l'apprentissage du code et de la programmation se trouve aussi là où on ne l'attendrait pas immédiatement. Il y a le code et la programmation comme savoir scientifique et technique, mais il y a aussi ce rôle de l'école de l'éducation du citoyen de demain. Et c'est par là que nous, on est rentré, quand on s'y est intéressé il y a quelques années, dans le sillage du développement du plan numérique pour l'école. Cette idée que, en réalité, aujourd'hui, dès qu'on se met à naviguer sur Internet, et puis des enfants, on se retrouve confronté à cette question de l'algorithmique, en tout cas, qu'on s'en rende compte ou pas. Simplement pour s'informer dans des logiques d'éducation aux médias. Si on va sur le site du Monde, tous les deux par exemple, on n'aura pas la même information. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus se passer dans les logiques traditionnelles d'éducation aux médias et à l'information, pour dire soit quelque chose de très traditionnel dans l'éducation du citoyen, d'une réflexion sur la programmation et l'algorithmique. On ne peut pas, à notre sens en tout cas, avoir aujourd'hui des élèves qui ne comprennent pas de quoi on parle, même quand on est simplement dans des logiques d'éducation aux médias et à l'information. Voilà.
il y a un enjeu très fort pour le citoyen, comme vous le disiez directement. On n'a pas tous, quand on fait une recherche pour pas nommer un grand moteur de recherche, on est dans une bulle. Il y a justement l'algorithme qui est écrit justement pour ça, et il y a un enjeu pour le citoyen de savoir le décoder et de savoir comment il fonctionne. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est très intéressant. Peut-être pour rebondir, Catherine, si vous voulez rajouter quelque chose d'un point de vue aussi du formateur, du terrain, sur ces enjeux-là autour du citoyen, de la société, du numérique. Ben, moi, je voudrais aussi rappeler simplement que, tout à l'heure, on parlait d'innovation, mais en réalité, ça fait partie déjà des programmes depuis 1996. Enfin, l'algorithmique, la programmation était dans les programmes à ce moment-là. Et en fait, à l'époque, Papert et Minsk au MIT avaient développé effectivement Logo, donc a été aussi un petit peu utilisé dans les écoles, mais a été laissé de côté parce qu'effectivement en 1985 les nouveaux programmes ont fait que l'ordinateur n'était plus vu sous cette forme-là, mais plutôt simplement comme un outil, quoi. Voilà. Donc on a laissé un petit peu tomber de côté tout ça jusqu'en 2016 où ça a été remis effectivement au programme. Moi je dirais que l'utilité c'est en fait plutôt que de faire de nos élèves simplement des utilisateurs du monde de demain, l'idée c'est qu'ils soient acteurs justement et qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent agir à la fois sur leur façon de consommer, mais aussi sur comment effectivement créer un algorithme, comment ça fonctionne, comme un garagiste, quoi, hein. On ne se contente pas d'utiliser sa voiture, mais on va plutôt aussi essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour pouvoir la réparer, quoi. Voilà. Très bien, je vous remercie. Donc c'est vrai qu'on a parlé de demain, on sait très bien que 80% des métiers qu'exerceront un élève qui se trouve en classe de CM1, CM2, les métiers n'existent pas, ces métiers-là n'existent pas, et c'est vrai qu'on parle aussi de compétences du XXIe siècle. Donc justement, là je vais céder la parole à Cindy Desmed en se disant, justement, est-ce que cet apprentissage, cette initiation à la programmation permet-il justement aux élèves de les faire entrer dans les compétences du XXe siècle? C'est plus particulièrement aussi un de vos axes de recherche. Oui. Tout à fait. Je vais demander à mon compatriote d'ouvrir mon diapo. Oui, je veux en fait en ajouter le directeur de ma thèse lui-même. Il a fait son doctorat sur la programmation et nous sommes dans les années 80-90 et lui-même sa thèse était sur en fait le programme de Logo et nous avons complètement oublié au niveau de la recherche, toutes les études qui ont été amenées. Alors nous avons perdu pas mal de connaissances depuis ce moment-là que Logo a été créé et inventé. Mais ça marche comme ça dans la recherche et dans la société qu'on oublie tout le temps. Pour faire le lien vers les compétences du XXIe siècle, je pense ce qui a été changé depuis les années 80 et aujourd'hui, c'est en fait que le monde a changé. Nous avons beaucoup de problèmes et il nous faut des solutions créatives. Ça, c'est très important. Et ces solutions, elles sont nécessaires pour mettre fin aux problèmes dont la société fait face. Par exemple, à Gênes, là, ils sont convaincus qu'il faut moins de voitures dans la ville. Il faut trouver des solutions. Et c'est là que, en fait, les compétences du XXIe siècle sont entrées dans le monde de l'éducation. Ce qui est très important, c'est que, en fait, ces compétences, ça ne sont pas des nouvelles compétences, pas du tout. Et deux chercheuses aux Pays-Bas, en fait, ils ont investigué les grandes référentiels. Et là, on parle par exemple des organismes comme l'UNESCO, l'OCDE, l'Union européenne. Et eux, ils ont comparé ces grandes référentiels. Et ils ont trouvé que quelques compétences qui sont mentionnées, la plupart
des référentiels, par exemple la créativité, la pensée critique et la résolution de problèmes. On trouve ces compétences dans la majorité et les compétences mentionnées dans tous les référentiels, par exemple, ça c'est la collaboration, la communication, l'éthique, la citoyenneté. Mais ça veut dire que il n'existe pas vraiment les compétences du XXIe siècle. Il faut faire un choix. Et le slide suivant. Voilà. Et par exemple, juste pour faire une comparaison, c'est une association qui s'appelle Horizon, une association dans le nord de l'Amérique. Et eux, ils font des recherches dans presque 200 pays. Et tous les années, ils ont un top 10 des compétences clés. Et par exemple, en 2015, le numéro 1, c'était résolution de problèmes complexes. Et ça se voit en 2020 pour, en fait, le monde global, cette compétence reste le plus important. Mais par exemple, la créativité, en 2015, la créativité n'était pas déjà dans cette liste, mais aujourd'hui, on voit que la créativité est le numéro 3. Et par exemple, la pensée critique, personnes comme Trump, Erdogan et Poutine, cette compétence a bien augmenté dans cette liste. Non, mais ça fonctionne comme ça. Et le slide suivant. Mais ça veut dire, j'ai entendu parler le ministre hier soir. Il a mentionné 5 compétences. Vous allez voir qu'en fait, la plupart des personnes, ils vont choisir les mêmes compétences. Et dans notre labo, à l'Université de Nice, à l'ESP, nous avons choisi de travailler avec compétences clés du XXIe siècle. L'origine de ces 5 compétences, c'est en fait un travail à Québec, ce qui a été fait par Margarida Romero, mais qui est aujourd'hui la directrice à Nice. Et nous avons fait un choix pour ces 5 compétences. Et en fait, c'est la créativité, la pensée critique, la collaboration, la pensée informatique et la résolution de problèmes. C'est jamais possible de travailler en même temps sur ces 5 compétences, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on essaye de travailler à la plupart de ces compétences. Et en fait, la compétence clé pour nous, c'est la créativité. Et même dans la programmation, ça va toujours revenir dans nos projets. J'ai quelques photos que je vais montrer à la fin. Mais pour nous, c'est vraiment important qu'un travail, que ça soit toujours original, pertinent et utile, mais pour un groupe de référence. Parce que ce qui est créatif pour moi, à l'ESP, il est possible que ça ne soit pas créatif pour vous dans votre classe. Et j'ai encore un dernier slide, juste pour vous montrer les autres compétences. En fait, ici, la pensée informatique sera la compétence dont on parle, mais à notre avis, en fait, le moment qu'on travaille sur la pensée informatique, il faut qu'on travaille également pour la société. Et avec tous les problèmes que nous venons de rencontrer, c'est sûr que nous avons besoin des jeunes qui sont compétentes, au minimum quelques compétences. Je vous remercie. Vous êtes très, très précis, très complet. Donc c'est vrai qu'on parle de nouvelles compétences, des compétences qu'il faut cibler. Alors ça me permet
permet justement de faire un peu la transition vers le thème. On est sur quelque chose de grands principes, de déclaration générale, mais peut-être aller voir aussi au niveau du terrain, concrètement, comment cet apprentissage de la programmation se traduit à la fois dans la formation, à la fois dans les initiatives des enseignants, à la fois dans l'ensemble de la communauté éducative et aussi auprès des parents, qu'il faut aussi, du monde associatif. Donc peut-être aller essayer de détailler, de rentrer un peu plus en avant maintenant dans cette thématique. Alors peut-être je vais me tourner là vers Catherine Procureur, justement, cet apprentissage, comment il se traduit au niveau de la formation des enseignants. Vous avez cette particularité, comme je disais, d'intervenir à la fois sur le second et le premier degré, et d'avoir même un point de vue un peu original, d'une pensée un peu à rebours, comme on disait hier, et peut-être essayer de la détailler et de rentrer là vraiment dans des choses, dans des éléments concrets. Oui, parce qu'en fait, quand on pense algorithmique et programmation, je pense qu'au départ, on pense tous machines, robots, voilà. Et au démarrage, dans l'Académie de Strasbourg, celle que je représente, donc on est parti effectivement, nous, sur des formations donc en mathématiques. Dans un premier temps, on est parti sur des formations donc en mathématiques, essentiellement sur le cycle 4, et donc plus particulièrement, effectivement, avec Scratch. Alors, on avait déjà fait pas mal de travail sur GeoTortu dans notre académie, dans des groupes de travail. On a tout de suite mis un petit peu le paquet aussi sur GeoTortu. Mais c'est vrai que pendant 3 ans, on a fait donc des formations qui ont concerné finalement quasi la totalité des enseignants du secondaire sur GeoTortu et Scratch. Et puis on s'est rendu compte, en discutant avec nos collègues de Techno, qu'en fait ils avaient exactement le même programme, d'où l'idée un petit peu, alors à la fois par le travail sur les EPI, finalement de collaborer intelligemment, c'est-à-dire plutôt que d'opposer nos pratiques alors qu'on avait exactement le même programme au mot près et à la virgule près, on a choisi de travailler ensemble et donc de se partager un petit peu les tâches. Donc peut-être faire de l'initiation ou en mathématiques ou en techno, et ensuite faire des projets communs et de travailler aussi sur ces projets collaboratifs, sur cette démarche de projet. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé dans les trams, donc de 2016-2017 je crois, les trams qui ont été lancés, et beaucoup de projets ont été proposés et sont très intéressants, ils sont en ligne bien sûr sur le site du ministère. Et de là, on s'est dit, finalement, le souci, il n'est pas vraiment... faire de la programmation à l'ordinateur, c'est très bien, mais on se rend compte, et le ministre l'a dit hier, que finalement, le plus important, c'est peut-être aussi de manipuler et de remontrer, de se remettre au réel. Et donc, les défauts qu'on a constatés avec nos élèves, c'est que, par exemple, ils avaient du mal à se positionner, gauche-droite, se repérer, etc. Et donc, finalement, on est revenu à des activités plus essentielles. C'est pour ça que, finalement, moi, j'ai recommencé sur du cycle 3, puis après, vers du cycle 2. Et je me suis attardée à terminer par des activités débranchées. Sauf que par rapport à la formation, les enseignants, ils aiment quand même des choses qui sont souvent clés en main, parce qu'une fois qu'on a tenu nos classes, qu'on a fait nos cours et qu'on a corrigé, on n'a plus vraiment le temps d'aller fouiller. Donc dans les formations, ils nous demandaient plutôt des activités clés en main. Donc moi je propose des activités où ils testent les robots et je leur donne un petit peu de tout. Après ils repartent et à eux de créer. Il y a un espace collaboratif derrière où ils peuvent s'en servir. Et au niveau des enseignants du primaire, j'ai de leur quotidien. Donc j'ai pris en fait moi les fichiers qu'ils utilisaient déjà et je les ai adaptés, ou je leur ai montré que dans ces fichiers qu'ils faisaient déjà, il y avait de l'algorithmique et de la programmation qui étaient cachés, des déplacements dans la cour, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là parce que eux sont demandeurs. Hier, j'ai entendu beaucoup parler de magistère et de formation sur magistère. Je voudrais quand même dire, moi j'ai réalisé des sondages par rapport aux enseignants justement du primaire pour le mémoire de CAFA. Et en fait, ils veulent essentiellement du présentiel, quoi. Ils veulent des formations qui soient hybrides parce qu'on ne peut pas vraiment... Créteil propose une formation magistère qui est très bien, la robotique. Mais si on n'a pas les robots avec soi, c'est un petit peu délicat, quoi. Donc je pense qu'il faut alterner un peu les deux. Voilà. Alors, c'est vrai que cette question de la formation nous intéresse beaucoup, la question des supports, la question de la manipulation. Alors peut-être justement céder la parole à Antonin, et ensuite peut-être à Michel Larjac qui voulait se positionner. Antonin, ça fait un rebond avec ce qui
qui vient d'être dit, Voilà. parce que justement, j'ai envie de parler de magistère, alors du coup... Allons-y. Non, simplement c'était pour signaler, puisqu'on disait, on parle d'initiatives aussi un petit peu concrètes, que l'année dernière avec l'INRIA et avec le soutien de la DNE et du réseau Canopé, on a pu lancer un parcours magistère d'initiation sur la programmation, l'initiation à la pensée informatique et à la pensée critique. C'est très très simple, hein. C'est 2 à 6 heures en fonction du parcours qu'on prend d'auto-formation, c'est sur la plateforme nationale, et ça renvoie très très directement à un ensemble d'activités clés en main, donc ça rejoint quand même ce que vous racontiez tout à l'heure, et notamment à des activités débranchées, c'est-à-dire sans matériel. Et puis après, pour quand même répondre à cette question du présentiel, l'avantage des 2 projets qui sont finalement liés à ce parcours magistère, qui sont Déclic numérique et Classcode, c'est qu'ils sont liés à plus d'une centaine de réseaux associatifs et enseignants sur le territoire, et que donc il y a pour les enseignants qui le souhaitent des relais locaux à ce parcours. Donc peut-être que ça intervient en complément aussi à ce que vous pouvez proposer localement. Voilà. Michel et l'Arjda, peut-être rajouter un complément à cette question de la formation. Oui, sur la question de la formation, en fait, nous, on ne s'est pas trop posé la question puisqu'on n'avait pas de formation en présentiel. Mais ce qu'on a quand même remarqué au département des ressources, c'est que si on livrait beaucoup de ressources aux enseignants et puis pas le mode d'emploi pour les utiliser en classe, en fait, finalement, il y avait 20, 25 et puis peu à peu 50% des enseignants qui réussissaient, qui allaient les utiliser. Mais que si on était capable de leur donner la façon de l'utiliser, on tombait tout de suite sur des chiffres à 80% de notre public qui utilisait les ressources. Donc la formation des enseignants, pour nous, c'est à travers vraiment les activités qu'on propose sur Étincelle. Et quand je dis formation, c'est parce que certes, c'est on propose des utilisations clés en main, mais on propose aussi des modes d'enseignement qui ne sont pas tout à fait classiques. C'est-à-dire que la plupart de nos scénarios, c'est pas du tout du cours magistral. Hein, c'est expérimenter, simuler, travailler en groupe, comment on organise sa classe. Et donc, directement, l'enseignant, il cherche un cours et il a quelque chose qui n'est pas tout à fait traditionnel et qui permet de mettre les élèves en recherche, en mouvement, en activité. Et en plus, on donne, parce que quelquefois, ce qui est le plus compliqué quand on a mis les élèves en activité, c'est de faire la synthèse et de trouver. Et donc, en plus, on donne la partie synthèse, les fiches élèves qui permettent de recadrer l'ensemble des connaissances et des compétences à acquérir. Donc, en fait, c'est vraiment par l'action, par la proposition, qu'on aide les enseignants à se former. Et comme on sait quand même que chaque enseignant est différent et chaque élève est différent, bien sûr, l'ensemble des propositions sont entièrement modifiables. Hein. Du titre à l'alinéa, hein, du conseil du prof, parce qu'il y a les conseils au prof, l'astuce, l'activité de l'élève, la consigne à l'élève, etc. Et tout est absolument modifiable, de façon à ce que le prof puisse, en plus, sélectionner ce qu'il veut, écrire ce qu'il veut et diffuser à ses élèves. Ah oui, non mais tant pis pour le diaporama, c'est pas grave, ce sera après. On le présentera après sur le prochain thème. Alors c'est vrai qu'on a parlé de formation, implicitement on est parti sur la formation plutôt continue, mais peut-être un point de vue, de se mettre sur la formation initiale, justement peut-être à rajouter un éclairage supplémentaire. Oui. À l'ESP, nous sommes 3 nouveaux enseignants, dont 2 de l'extranjère. Margarida vient de Canada et d'Espagne, moi de la Belgique, et on enseigne le TIS, ça veut dire que tous les éléments sont là pour être considérés comme un canard bizarre. Et le moment que nous avons commencé en fait nos cours, pas mal d'étudiants ont été choqués parce que, comme j'ai expliqué, on essaye d'enseigner dans l'esprit de la créativité. Et ça veut dire que tu laisses la place à l'erreur, que tes consignes, ils sont ouverts, pas trop ouverts, mais avec des consignes trop strictes, il n'y a pas la place pour la créativité.
Et pour nous, ça commence en fait dans cet esprit-là qu'il faut raconter à tes étudiants qu'ils ont le droit d'essayer, de tester. Et même s'il y a des erreurs, que ce n'est pas grave. Deuxième élément, nous sommes des enseignants-chercheurs. Nous ne sommes pas des experts dans tous les domaines. Et alors, comme Margarida disait, il nous faut des amis. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons beaucoup des amis. Par exemple, Canopé. Eux, ils viennent nous assister pendant nos cours. Mais nous avons également invité, par exemple, Thierry Vieilleville, qui est un chercheur à l'INRIA, mais qui travaille également pour ClassCode. Et lui, en fait, il a enseigné avec nous 4 heures de programmation avec nos M1 secondaires. Et nous avons fait la même chose en primaire, mais là, en fait, nos étudiants, ils sont plus ouverts vers Scratch, par exemple, parce que pour eux, ça fait sens. Tu as un défi comme Vibo le robot, qui est un projet de Margarida, va accueillir des fruits. Et pour les étudiants en primaire, ils sont « Ah oui, Vibo le robot va accueillir des fruits ». Mais si tu racontes ça avec des étudiants en secondaire, ils te regardent vraiment comme « Qu'est-ce que tu racontes ?» Et pour nous, c'est beaucoup plus difficile d'enseigner en fait la programmation et la robotique en secondaire. Mais bon, j'ai quelques photos que je veux montrer à la fin. Et là, pour nous, c'est vraiment important de trouver un lien vers la résolution de problèmes. Parce que si nos étudiants, ils voient vraiment des problèmes qui sont propres à leur discipline, ils sont plus motivés en fait à développer des projets. Par exemple, il y a quelqu'un à Nice, j'ai oublié son nom, mais il travaille avec Scratch et la sismographie. Et ça sont en fait des exemples. Si tu arrives à montrer ça à tes étudiants, ils sont avec toi. Pareil en EPS, il y a beaucoup d'étudiants en EPS qui utilisent la programmation. Et en fait, ça c'est un peu ce qu'on essaye de réaliser à Nice. C'est en fait de travailler avec des amis, dites des projets qui existent, de préférence dans notre territoire, mais avec eux de réaliser des projets. Mais il ne faut surtout pas enseigner toi-même parce que nous ne sommes pas des experts et en fait le contenu dans les exercices ça change tout le temps, mais ensemble on y arrive. Alors justement, peut-être qu'une des évolutions de l'apprentissage de la programmation, c'est le fait que ce n'est plus peut-être une affaire d'experts. Peut-être c'est ça qui est assez intéressant. Et peut-être pour avoir un peu aussi sur le point de vue du premier degré, Catherine Procureur voulait rajouter aussi quelque chose sur cette question des enseignants du premier degré. Ben en fait, je parlais au démarrage d'enseignants du second degré, puisque c'est par là que j'ai commencé. Mais en fait, les enseignants du second degré sont effectivement sous la coupole d'un IPR, enfin de plusieurs IPR, et donc la formation au PAF est très maîtrisée, alors qu'au niveau du premier degré, en fait, elle va dépendre de chaque circonscription et donc de chaque IEN. Et donc, nous, on a par exemple, simplement dans le Bas-Rhin, sur 20 circonscriptions, ça fait à peu près 6000 profs d'école. Et sur 6000, l'année dernière, il n'y en a que 20 qui ont été formés parce qu'on n'a que 2 CPC, quoi. Donc, 2 CPC sciences en algorithmique et programmation. Et encore faut-il, en fait, que les IEN aient choisi dans leurs 18 heures de formation de faire un petit peu d'algorithmique et de programmation. On sait que sur les 18 heures, ils ont les directives nationales,
mathématiques et français. Donc c'est assez difficile de pouvoir leur proposer. Donc la solution, c'est que, je voulais revenir à ce que tu as dit, Cindy, en fait quand on fait de la programmation, on fait effectivement de la résolution de problèmes et on a le droit justement aux essais-erreurs. Et donc c'est de pouvoir aussi faire comprendre que quand on fait de la programmation, on fait des mathématiques, on essaye de chercher tout un argument logique, tout un raisonnement. Si c'est ça, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, etc. Donc en fait, on contribue effectivement à cette résolution de problème et donc à cette partie de de programme un petit peu qu'on nous impose voilà, dans les 18 heures de formation des professeurs d'école. Donc tout est possible. En fait, il suffit non pas de lire entre les lignes, mais d'essayer d'adapter en fait le contenu de ce qu'on propose comme activité pour effectivement que ça rentre et que ça s'applique et qu'on puisse finalement travailler les compétences que tu disais tout à l'heure. Elles sont vraiment là, quoi. Voilà. Donc merci. Alors justement, on a parlé formation initiale, on a parlé formation continue, on a parlé des enseignants, on a parlé des élèves. Peut-être rajouter une dernière remarque au niveau justement, en gros, quid de la formation aux parents. Peut-être Antonin Coy et Michel Elarja, peut-être vous le positionner sur cette thématique. Antonin, je vous laisse la parole. Oui, alors peut-être que pour déjà que tout le monde comprenne bien ce que je vais dire, petite incise pour redire ce qu'est la Ligue de l'enseignement. C'est pas sûr que tout le monde sache dans la salle. On est une association d'éducation populaire présente sur tout le territoire, 103 fédérations départementales, il y a 30 000 associations affiliées et en tout ça fait 1 600 000 membres, ce qui signifie qu'on est présent sur tout le territoire, y compris dans les zones les plus rurales, avec des militants de la Ligue. La deuxième particularité qui est importante dans ce que je vais dire, c'est que on est une association reconnue complémentaire de l'école et possède un compagnonnage historique avec l'école et puis avec les enseignants. Donc, on est beaucoup contacté en réalité, notamment par les établissements scolaires, sur la question des familles. Quasiment jamais, pour pas dire jamais, sur la question de la programmation et de l'algorithmique. Ce qui importe au départ aux établissements scolaires et aux familles, quand on arrive en intervention devant elles, c'est des éléments plus anxiogènes que ça. On arrive sur la question du cyberharcèlement, qu'il soit réel dans l'établissement ou pas, sur la question de la pédophilie sur Internet ou des risques liés aux usages d'Internet, sur la question de la radicalisation, où on peut aussi avoir des questionnements. Et donc dans ce cas-là, le travail de l'école et le travail des partenaires éducatifs dont on va rassurer les parents et les familles. Et on a pour ça 3 grands types de ressources et d'actions. Premier, c'est les ressources justement qu'on peut proposer. À ce sujet, je voulais signaler, si vous n'en avez pas entendu parler, le guide auquel nous avons contribué l'année dernière du Clémy au sein de Canopé, qui s'appelle le guide de la famille tout écran, dans lequel on retrouve un ensemble de choses intéressantes et qui va sortir très très bientôt. C'est une pré-annonce, un guide d'accompagnement du guide à destination des acteurs éducatifs qui justement accompagne les parents avec un ensemble de propositions d'ateliers clés en main pour pouvoir mettre en œuvre des interventions type café des parents, etc. et pouvoir justement décrypter un petit peu tous ces éléments-là et sortir de ce qui peut parfois être des regards extrêmement anxiogènes sur la transformation numérique de notre société et du coup pouvoir aborder d'autres choses. Donc des interventions éducatives et notamment dans ces interventions la volonté qu'on a à chaque fois en dépassant le seul prisme des risques d'Internet d'inscrire les parents dans les démarches créatives de leurs enfants et c'est là qu'on propose notamment de l'algorithmique et de la programmation à travers des coding goûtés, des ateliers communs de programmation, etc., qui du coup sont ramenés à la fois sur le prisme de l'éducation scientifique et technique et de la créativité. Créer un jeu vidéo ensemble, c'est déjà une activité ludique et qui peut avancer là-dessus, et à la fois sur le prisme de l'éducation média, puisque du coup on le raccroche du coup à ces questions sur lesquelles les parents sont venus nous chercher au départ. Donc merci. Michel, peut-être. Oui, alors, vous l'avez compris au début de mon intervention, notre préoccupation quand même sur l'orientation est importante. Et quand il y a orientation, il n'y a pas que l'école, il y a aussi beaucoup les parents.
Donc, bien sûr, la plateforme... alors déjà, la plateforme Étincelle propose des scénarios pédagogiques, des ressources pédagogiques, mais aussi... On y reviendra après. voilà, tout à l'heure, je vais la présenter, mais aussi en lien, des liens sur des informations sur les formations, sur les métiers, des choses de ce genre-là. Donc, la plateforme va ouvrir au mois de septembre avec une interface enseignant, mais bien évidemment une interface grand public est prévue pour donner accès à toutes les ressources pour lesquelles les droits ont été négociés, et en particulier toutes les ressources métiers, orientation, formation. Il y a beaucoup de vidéos, je vous montrerai sur les possibilités de formation, sur ce qu'on fait par exemple dans un bac pro, en lien avec l'informatique, et ça nous paraît extrêmement important. Voilà, donc merci. Bon, justement, mais peut-être on va essayer d'avancer parce que le temps file très vite. Justement, sur cet apprentissage de la programmation robotique, est-ce que justement chez les acteurs du monde éducatif, est-ce que ça a installé une nouvelle dynamique? Est-ce que comment ça se traduit? Voilà, je ne sais pas si Cindy ou Antonin voulez rajouter. Voilà, je vous laisse intervenir tous les deux et on passera ensuite sur la plateforme ENI. Voilà, on arrivera à garder un peu et je vous demanderai de bien avancer votre intervention pour que nous puissions laisser un peu de temps de parole aussi aux personnes qui sont là, qui nous écoutent attentivement. Voilà, Cindy. Oui. Dans le monde scientifique que moi j'ai vu, c'est que le nombre des projets sur la pensée informatique, le codage, la programmation, en fait, le nombre de projets, c'est vraiment énorme. Moi-même, j'ai soumis un projet pour un Erasmus+, et quand on veut soumettre un projet, il faut déjà lire tout ce qui a été fait. Et bon, c'est pas déjà une vue sur le monde global, c'est seulement ce qui se passe en Europe, et vraiment le nombre de projets qui sont en train d'être réalisés et des nouveaux projets, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que l'intérêt partout dans le monde scientifique et éducatif, il y a beaucoup d'intérêt. Et pareil dans le monde scientifique, même que nous avons oublié un peu toutes ces études qui ont été amenées en avant. Aujourd'hui, presque tous les jours, il y a des études qui viennent d'être publiées avec beaucoup de l'information. C'est vraiment même pas possible de tout lire, mais ça se voit vraiment que au niveau de notre monde global, que vraiment il y a un très grand intérêt et en fait que la société investit beaucoup de l'argent dans des projets scientifiques. Mais c'est vrai, et quand on parle de monde global, on voit que c'est une préoccupation dans le monde anglo-saxon. On peut en citer des exemples. C'est vrai que c'est dans la sphère éducative au niveau mondial, c'est une préoccupation dans tous les pays, hein, cette question-là. Antonin, je vous laisse la parole. Oui, peut-être du coup ramasser sur le côté franco-français du coup, mais ce que j'ai pu constater, c'est pas vraiment que ça révolutionne les dynamiques de collaboration entre les différents acteurs éducatifs qui sont évidemment préexistantes à cette thématique, mais que ça ouvre un nouveau champ de collaboration et que c'est un champ de collaboration extrêmement prolixe et productif. Typiquement, entre les associations d'éducation populaire et les organismes de recherche, on a aujourd'hui, mais Cindy de Smith le signalait avec l'exemple de Thierry Viaville et de ClassCode, on a aujourd'hui un nouveau champ de collaboration qui s'ouvre et qui est extrêmement intéressant et que parfois on avait un petit peu laissé de côté ces dernières années. Dernier exemple tout frais, vous le signaliez tout à l'heure, c'est la naissance de Poppy Station. En dire quelques mots justement. Je peux en dire quelques mots effectivement avec des organismes de recherche puisqu'ils sont membres fondateurs de l'association, l'INRIA qui porte historiquement l'écosystème Poppy, l'IFE, l'Institut français d'éducation ENS Lyon, l'ESAM qui est la communauté d'universités qui comprend le CNAM, le réseau des ENSAM, l'école du Louvre, enfin plein d'autres
sur l'agglomération parisienne, le PFL, qui porte historiquement l'écosystème Timio, et puis donc la Ligue de l'enseignement. On a aussi un tout petit écosystème robotique bien moins connu qu'on a créé avec des clics numériques qui s'appelle ROSA, pour Robot Open Source Arduino, et qui rejoint un petit peu toutes ces logiques-là. Et finalement, en se mettant ensemble, on s'est dit il y a un point commun entre toutes ces démarches, tout ce travail qui est fait, à la fois sur la recherche fondamentale et appliquée, et à la fois sur l'action éducative. C'est la volonté, d'une part, d'éduquer au et par le numérique, notamment en utilisant l'outil robotique, et c'est la volonté de le faire en utilisant des outils qui sont open source. Cette particularité pour nous est importante, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en marché, on les trouve via des revendeurs. Vous avez dans Popistation ou à côté de Popistation, parce qu'il y aura un problème sans doute de conflit d'intérêt, mais à côté de Popistation, des gens comme Génération Robot, dans lesquels vous trouvez ces robots open source, mais ils sont hors du système, désolé pour les mots, du capitalisme industriel, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas appropriables. On peut les imprimer en 3D si on a envie, on peut les transformer, on peut agir dessus dans des démarches de recherche et d'éducation. Et en plus, on peut faire travailler ensemble ces trois écosystèmes. Donc l'enjeu, là, c'est pour nous, dans cette association, à la fois de promouvoir ces outils-là, et d'autres, puisque on n'est pas le lobbying de Poppy, Timio et Rosa, mais voilà, et à la fois de proposer de plus en plus d'applications pour le monde éducatif et de fédérer une communauté de développeurs, de chercheurs et d'enseignants et d'éducateurs autour de ces robots-là. Quelques exemples d'initiatives qui pourront être appropriées par les enseignants dans les années à venir. La Coupe du monde de robotique, 2020 Bordeaux. Si c'était autre chose que simplement une grande compétition mondiale des meilleurs ingénieurs, mais peut-être aussi une fête de la robotique éducative, en tout cas si Popistation peut y contribuer, pourquoi pas. Et puis vous signez une initiative sur laquelle le PFL a sollicité Popistation, en tout cas au sein de Popistation, que vous connaissez peut-être, qui sont les R2T2. Que se passerait-il si demain, sur la station internationale de Mars, un grand problème technique arrivait et qu'on devait tous la quitter, enfin tous les chercheurs devaient la quitter, en laissant derrière eux de façon providentielle des Timio, et comment on peut faire collaborer des équipes d'enfants, d'élèves à l'international autour de cette résolution de problèmes complexes avec cet objet-là, le Timio, qui est un robot extrêmement simpliste pour réparer la station spatiale et permettre le retour des humains. Voilà, c'est un exemple de projet assez intéressant qui fait travailler justement ce que je disais dans cette collaboration, le monde de la recherche et le monde de l'éducation. En tout cas, j'invite nos spectateurs à aller voir justement les vidéos de R2T2 qui sont quand même assez édifiantes, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment dans la résolution de problèmes, dans cette mise en contexte, en situation, et d'aller résoudre le problème avec Timio, qui n'est pas si simple que ça, quand même, avec des capteurs, et qui permet quand même vraiment d'aller assez loin. C'est vraiment une initiative à signaler et qui est vraiment assez inspirante. Voilà. Justement, on parle d'initiative, on parle de projet. Peut-être revenir justement sur la plateforme à étincelle et EMI. Alors, je vais me déplacer. J'aurais voulu vous la présenter en live, mais il n'y a pas de réseau. Donc, je vais vous montrer 2-3 images. Oui, alors là, on va passer sur les premières. Je fais comment pour passer sur les... Ah oui, d'accord. Ça y est, c'est bon. J'ai trouvé. Voilà. Donc bon, ça c'est les premières, c'était tout à l'heure. C'était sur les questions précédentes. Donc en fait, vous
qualité, les choix éditoriaux, voilà, dépendent du réseau Canopé. Et d'un côté, on a les intervenants pédagogiques qui sont les enseignants et les corps d'inspection, et de l'autre côté, les industriels qui apportent leur expertise scientifique. Alors, je vais passer rapidement parce qu'on a donc plusieurs temps d'échange. D'abord, on essaye de voir ce qui est le plus pertinent, et puis ensuite, on est dans des phases plus de créativité et de production avec des allers-retours entre l'industriel et le... Et je vais vous montrer là juste un exemple très rapide vous avez parlé du même programme en mathématiques et en technologie. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait. Alors, mes collègues l'ont présenté sur un Explore Camp en 1 heure, là, à l'instant. Donc, c'était super, ils rentraient bien dans les détails. Moi, là, je le fais en 2 minutes. Hein. Donc, 4 séquences pédagogiques. Déjà, vous voyez, on n'est pas uniquement donc 2 en mathématiques, 2 en technologie. Et on n'est vraiment pas... on a la situation problème. La situation problème, puisqu'on avait des robots préhenseurs qui étaient choisis comme exemple dans les robots industriels. Hein, vous voyez à côté du petit robot de service, vous avez le robot industriel qui nous a inspiré. Donc, on a fait une analogie donc avec la situation de problème. Vous triez 50 balles de tennis, c'est sympa. Vous en triez un gros tas, ça commence à être un petit peu pénible. Et on a plusieurs types de documents. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, alors vous allez avoir des documents, un web documentaire qui va permettre d'ancrer dans la réalité l'activité. C'est-à-dire que les enfants, ils savent pas forcément quand intervient un robot industriel ou pas. Hein. Donc, ça peut être pour fabriquer une boîte de chocolat ou des choses comme ça. Et donc, une différence entre le robot industriel, le robot de service, avec un petit ancrage sur les métiers. On n'est pas uniquement sur l'écran, hein, très clairement. Vous voyez ici, on livre des fichiers de CFAO avec les plans pour réaliser la maquette, et les élèves réalisent en techno la maquette et le petit robot 3 axes. Et on a bien sûr une analogie aussi. Hein, il y a une vidéo. La programmation et les mouvements du robot. Ça, et en accompagnement, on a également un accompagnement pédagogique avec des activités qui vont être découvrir, observer, découvrir, analyser, simuler, expérimenter, créer un programme. Et là, vous avez donc l'équivalent du programme en Scratch qui est donc livré aux enseignants pour que ce soit plus facile. Mais aussi, c'est ce que je vous disais, de façon à faciliter le travail, vous avez des fiches exercices élèves. Là, c'est celle sur l'analyse des axes. Il y en a d'autres. Voilà. Donc, très rapidement. Alors, ce qui est dommage, c'est que si je vous avais montré la plateforme, c'est que là, je n'ai pas... j'avais prévu de vous montrer qu'en association, eh bien, il y a 3 vidéos sur des BT, sur des élèves de BTS ou de Bac Pro qui interviennent en relation avec des entreprises sur la robotique industrielle. Par exemple, justement, il y a une vidéo qui montre qu'au lycée de Saint-Quentin, les élèves ont fabriqué un petit robot qui permettait de soulager les TMS d'un poste de travail, TMS, troubles musculo, TMS squelettique, voilà, et donc cela permet de montrer en même temps aux enfants que ceux qu'ils font en classe, eh bien, ça a vraiment des vrais débouchés. Voilà, c'est très rapide. J'aurais voulu vous le montrer en live, mais donc voilà. Je vous incite à y aller. Hein. Vous avez toutes les références et donc nos contacts. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si l'Esport Camp est reconduit par exemple cet après-midi ou s'il est reproduit. Oui, alors, cet après-midi, il est plus ciblé parce que l'intérêt, c'est de remplir de montrer l'intérêt de la culture technique et industrielle dans tous les domaines. Donc,
cet après-midi, il était plus ciblé enseignement général, mais il n'y a pas de souci, si vous venez, on vous montrera les séquences de robotique. Voilà, donc on va inviter les personnes qui sont présentes ici Absolument. à venir participer à l'Esport Camp. Alors justement, on parle, et on est obligé de revenir, sur cette question de matériel, de robots. Hein, alors sans vouloir les connecter le matériel de la situation d'apprentissage, mais justement, peut-être d'un point de vue là aussi du premier, second degré, comment se passe l'acquisition de matériel, comment on peut avoir du matériel, comment accompagner les enseignants dans le choix du matériel par rapport à les objectifs pédagogiques, peut-être avoir un point de vue commencé par Catherine Procureur, peut-être Antonin Coix qui voudra rajouter peut-être quelques éléments. Ce qui n'a pas fonctionné effectivement dans les années 80, c'est qu'il n'y avait que le langage logo et il n'y avait pas vraiment les petits robots pour nous aider. Donc là, en fait, ce qui fait que ça fonctionne en 2016, déjà, ils ont mis de la programmation au brevet, donc forcément, les profs de maths n'ont pas trop le choix, hein, accessoirement. Il faut quand même réussir l'examen. Donc ça a forcé un petit peu les profs à vraiment s'emparer du matériel et de la programmation. Contrairement au tableur qui n'a pas été suivi d'effet tout de suite malgré les programmes de 2008. Et en plus, on a eu effectivement beaucoup d'offres de petits robots, de petits, pas encore je trouve de matériel débranché, mais voilà, plutôt de petits robots qui restent abordables. Alors la petite souris Jolin, moi je l'ai acheté pour 30 €. Bon, le robot Timio, je crois qu'il est à 120 €. Enfin voilà, j'ai pas de marque particulière. Moi en formation, mon objectif c'est effectivement les établissements n'ont pas trop d'argent et donc peut-être en techno, mais c'est vrai que voilà, en mathématiques, si on veut faire de la robotique en mathématiques, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, vous le disiez tout à l'heure, je dois être une des rares profs de maths femmes à faire de la robotique en mathématiques, mais voilà, ça existe. C'était aussi un défi. Donc si on veut le faire, effectivement, il faut se procurer un petit peu. Et nous, en fait, on a eu la chance, la DAN, justement, a investi, a acheté une paire de robots, et donc nous les propose. Et en formation, on peut montrer, et une fois que les collègues ont vu et testé les activités, ils sont plus à même, que ce soit dans le primaire comme dans le secondaire, effectivement d'acheter. Parce que je pense que s'ils n'ont pas vu, si on leur donne, on leur dit, voilà, il faut que vous achetiez un Timio, voilà, mais comment vous allez vous en servir? Ils ont la notice, non, ça suffit pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait les activités pédagogiques appropriées, qu'ils les aient vues et qu'ils aient joué avec un certain nombre de minutes pour pouvoir effectivement un petit peu être séduits, quoi. Voilà. Donc je vous invite aussi à aller chez les différents partenaires parce que je pense qu'ils vous feront des démonstrations. Ceux qui ne sont pas convaincus, il y a de quoi faire. Voilà. Donc c'est ça. Les robots sont pas trop chers. Voilà, c'est important. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect de la manipulation avec les robots et évidemment les compétences qu'on vise, les situations d'apprentissage que l'on vise avec les robots, les différences peut-être entre le premier et le second degré aussi. Oui, voilà. Alors nous, on a fait le choix de prendre des robots. J'ai cité les différents robots parce qu'ils ne sont pas tous adaptés au même niveau. En maternelle, on peut commencer, mais effectivement, on n'aura pas la même chose. On ne va pas forcément faire des boucles en maternelle, ça n'a aucun intérêt. Par contre, on va se repérer. Alors que au cycle 2, on va commencer à faire des boucles. Et cycle 3, on peut aller jusqu'à la programmation avec soit sur Blockly, soit sur Scratch. Nous, je sais qu'avec Timio, on a beaucoup travaillé avec Blockly for Timio, parce que moi, personnellement, en maths et femme, j'avais pas envie de m'amuser avec ces histoires de moteurs, etc., moteur gauche, moteur droit. Donc, il faut aussi, et ça je le répète pour ceux qui vont les faire, les futurs robots, il faut que ce soit accessible à tous assez rapidement. Voilà. Donc, Merci. Antonin, peut-être ça rejoint beaucoup ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire je pense qu'effectivement c'est encore un frein, c'est le coût du matériel est encore un frein dans les deux sens du mot coût, hein. Le coût immédiat financier, puis effectivement le coût en sens de temps d'acquisition et de compréhension du matériel. Il y a toujours aujourd'hui, notamment dans les espaces périscolaires en réalité, hein, puisque à l'école ça a quand même largement évolué ces dernières années, même si c'est encore une réalité que c'est un frein. Il
il y a toujours aujourd'hui une certaine déconnexion entre les différents acteurs qui sont responsables de la commande du matériel. Trop souvent, dans les collectivités avec lesquelles on travaille, on constate qu'on a acheté du matériel informatique de pointe, qu'on les a collés dans les espaces éducatifs, sans poser la question aux acteurs de ce qu'ils voulaient en faire, sans mettre des moyens en matière de formation et d'accompagnement de ces outils. Et donc, ces outils, ils dorment dans les classes ou pire, dans des cartons, hein, s'ils n'ont pas été déballés. Ce qu'on appelle, nous, mouvement d'éducation populaire, en tout cas la Ligue de l'enseignement, c'est de réfléchir à un volet matériel dans les projets éducatifs de territoire, qui sont ces espaces de concertation territoriaux qui donnent lieu à un écrit entre les différents acteurs éducatifs d'un territoire et qui aujourd'hui portent essentiellement sur le sens de l'action éducative au regard des besoins, mais ne comportent pas encore de volet matériel. Ça pourrait valoir le coup peut-être d'y réfléchir. Voilà. Alors, peut-être une dernière remarque. Oui, en fait, dans la formation hybride que je proposais, justement, non seulement les enseignants du primaire ou du secondaire manipulent, mais en fait, je pense qu'en tant que formatrice, moi, il est de mon devoir de faire le tour, effectivement, de tout le matériel qui existe et de pouvoir proposer celui qui est le plus pertinent en fonction du public. Et donc, de leur laisser aussi le choix. Bon, c'est pour ça que nous, on a créé un petit peu aussi des espèces de mallettes, enfin des choses transportables. Et quand on vient en formation dans les classes, donc moi je fais plutôt des formations en co-intervention, on va dire, c'est-à-dire une partie d'animation pédagogique d'abord, où les enseignants testent à plusieurs et voilà. Ensuite je vais dans leur classe et quand je vais dans leur classe, j'amène le matériel et je leur laisse le matériel qu'on a fabriqué avec très très peu d'argent en fait, hein. Des plateaux de jeux qui coûtent 5 €, voilà, et qu'ils peuvent réutiliser à l'infini. Donc je pense aussi que c'est ça, il faut trouver des solutions qui soient pas chères et qu'ils aient entre guillemets juste le robot à créer et que tout le reste, c'est pour ça que l'informatique débranchée, moi, me plaît, parce que cette partie-là, elle peut se faire avec simplement des feuilles cartonnées, etc. Et on peut les réutiliser et les disperser dans plusieurs classes. Enfin voilà, l'idéal pour moi, ça serait effectivement qu'il y ait une mallette qui se promène dans l'école et que chaque école puisse avoir sa mallette, chaque collège puisse avoir sa mallette et qu'on en profite, quoi. Mais il faut avoir testé avant pour pouvoir l'utiliser, sinon ça reste au fond du placard, tu l'as dit avant. Alors c'est vrai qu'il y a des mots, adaptation, adaptabilité, il y a le côté débrouillard, transportable, et puis l'ingéniosité, la créativité des enseignants qui font souvent preuve de beaucoup de créativité sur le terrain. Alors justement, sur cette question de créativité, parce qu'on en a parlé déjà en amont, justement ce nouvel apprentissage amène-t-il justement les élèves, les enseignants à être davantage créatifs et justement face à ces nouveaux défis du code numérique, t'ont forcé quelque part d'être créatif. Voilà, peut-être Cindy voulait rajouter quelques éléments. Oui, Sébastien. Voilà, si on peut avoir les slides. Merci. Oui, on peut immédiatement aller vers le deuxième, le prochain. Oui. Il y a plusieurs entrées. Si tu veux enseigner la programmation, mais nous avons vraiment choisi la créativité. Ce qui est important à savoir, c'est que, comme André Tricot a expliqué hier soir, il faut que les enseignants sont ouverts à des nouveautés, à des innovations. Et ce qui est toujours très important, c'est qu'ils ont la perception, même si ce n'est pas vrai, qu'une technologie, que c'est facile à utiliser. Et s'ils ont l'idée que ce n'est pas utile ni facile à utiliser, ou ils aiment plus l'enseignement frontal, probablement ils ne veulent pas utiliser tant de technologie. Nos entrées, ils sont vraiment situées ouvertes. Et si tu laisses vraiment la place à la créativité, les consignes ouvertes et tout ça. Et par exemple, ça a été présenté ce matin par Anne Chiardoula, qui est inspectrice à l'Académie de Nice. Margarida Romero, elle a créé un projet et ce projet s'appelle Smart City Maker, créer ta ville. Le but, c'est en fait d'apprendre dans la ville de demain et c'est un projet collaboratif et interdisciplinaire.
on vise la co-construction participative d'une ville intelligente tout en développant les compétences du XXIe siècle. Ce qui se passe, c'est en fait, l'idée, c'est de trouver un problème complexe. Il faut trouver une solution. Et en fait, ce qu'on fait, on va introduire la programmation et le codage. Et en fait, la programmation, ça nous permet de donner des instructions à des appareils numériques programmables, comme des robots et des ordinateurs. Et on laisse créer les enseignants. Au début, ça s'est fait avec des cartons, ça ne coûte pas beaucoup de l'argent. On leur laisse créer leur ville de demain. Et après, on ajoute en fait les robots. Par exemple, comment est-ce que tu veux que les voitures dans la ville de demain vont se déplacer. Et on laisse en fait la place à les élèves afin de réfléchir sur ces problèmes. Comme nous avons l'habitude de travailler par exemple avec Canopé, sur le matériel, dans des ateliers de Canopé, c'est toujours possible d'utiliser des robots. Et je fais un peu de pub pour mes collègues. Un autre projet, le prochain slide. En secondaire, parce que créer ta ville, nous l'avons fait surtout en primaire, mais par exemple ici, ça c'est 2 photos avec nos étudiants en un main secondaire. Et à gauche, vous voyez une photo de Thierry Vieilleville qui joue en fait un parcours de robot. C'est vraiment la programmation débranchée et c'est un parcours dans le sol. Et on laisse se déplacer nos étudiants et eux, ils jouent au robot. Et ça, c'est comme ça a été dit. En fait, la programmation débranchée, ça ne coûte pas beaucoup. Et en fait, dans des études scientifiques, il y a pas mal d'éléments qui nous aident et qui nous racontent que la programmation débranchée, que ça peut vraiment aider des étudiants pour faire un transfert. Par exemple, nous avons quelqu'un en EPS qui fait des parcours débranchés et après fait le transfert vers l'escalade. Après, nous avons utilisé Scratch. Pour nous, c'était la première fois que nous avons enseigné l'utilisation de Scratch. Et en fait, le résultat, mais je vous montre le résultat le plus spectaculaire, évidemment. Et en fait, quelques étudiants, ils sont revenus vers nous. Ils avaient créé une séquence de danse avec des robots. Ils ont vraiment dansé avec des robots dans leur classe. Bien sûr, leur tuteur, c'était quelqu'un qui avait un drone, parce que bon, pas toutes les écoles où ils ont des enseignants qui utilisent des drones, mais bon, le résultat pour nous, et pour nous c'était très important, voilà, si tu es créatif, si tu laisses la place pour la créativité, les enseignants vont revenir vers toi avec des solutions, avec des cours, avec des apprentissages que, en fait, toi-même, tu n'avais jamais en réfléchi. Pour nous, c'était vraiment super que des étudiants ont montré des solutions, comme utiliser des drones dans la classe. Voilà, je vais finir ici. Merci justement pour ce dernier exemple. Alors nous avons pratiquement réussi à respecter un peu le timing où nous étions fixés au départ. Il est temps peut-être maintenant de céder la parole aux personnes qui sont présentes ici parmi nous. Peut-être des questions. On a balayé quand même un champ très large de la formation initiale continue des élèves du premier et du second degré sur les applications concrètes, sur le matériel. Donc peut-être que ça a suscité des
ici. Oui, merci. Deux questions. Je vais vous lire juste un petit paragraphe, une seule phrase du rapport Torossian, inspecteur général des mathématiques, sur l'enseignement des mathématiques en France. Donc, pour le second degré, 80% des impétrants au premier degré, c'est-à-dire des enseignants qui se présentent, des personnes, des étudiants qui se présentent au concours d'enseignants du premier degré, 80% sont issus des filières relevant des humanités en licence. Or, le volume d'enseignement disciplinaire en mathématiques dans les 2 années de master MEF est bien trop faible pour assurer les connaissances de base utiles aux futurs enseignants. C'est donc une réalité aujourd'hui. Le stock, puisqu'on utilise aussi ce type de discours, de collègues qui enseignent dans le premier degré sont fondamentalement issus de formations universitaires plutôt de sciences humaines que du champ des sciences mathématiques ou sciences physiques ou sciences expérimentales. Vous avez dit que vous arriviez à former une vingtaine d'enseignants dans votre territoire et qu'il y avait, je ne sais pas noter le chiffre, mais 6 000. Je pensais que c'était 2000. Non, c'était 6 000. Donc, on peut faire le calcul assez simple. Combien faudrait-il de siècles pour que l'ensemble des enseignants de votre circonscription, et je crois qu'on peut faire une extrapolation au niveau de l'ensemble de tout le territoire, puissent avoir une formation du champ de la programmation, pour ne pas dire du champ des mathématiques, du moins de mathématiques applicables au programme de l'enseignement du premier degré. Ça a des conséquences majeures, et le rapport Torossian de ce côté-là, et de Cédric Villani, est tout à fait édifiant sur les problématiques que cela, depuis plusieurs années, pose à notre pays. Et donc la question, c'est quel avenir vous voyez. Mais j'ai une deuxième question, et pas à vous. La question que je pose à la collègue qui enseigne à l'ESP. J'ai été surpris, mais vous allez peut-être m'expliquer, que, et je fais un parallèle à ce que je viens de dire concernant la formation des enseignants du premier degré, formation initiale, puisqu'on parlait là de formation continue, que vous aviez centré, plus exactement, je ne vais pas dire comme ça, vous n'aviez pas centré parmi les compétences du XXIe siècle, la compétence initiation, formation à l'esprit critique, à l'analyse critique, qui relève d'une compétence beaucoup plus générale, qui ne concerne pas d'ailleurs que les sciences, à l'inverse de ce que l'on pourrait croire, mais que vous ne l'aviez pas centré comme étant une des compétences importantes sur lesquelles il y a du travail à faire. Vous voyez que je borde bien évidemment, je vais bien au-delà du thème de cette conférence, de cette table ronde, mais c'est bien pour centrer véritablement la problématique devant laquelle nous nous trouvons en France, avec un co-enseignant qui est en formation initiale. Bon, il y a des manques au champ de l'analyse critique, me semble-t-il, qui a des conséquences d'ailleurs avec tout ce qu'on peut voir au niveau des fakes aujourd'hui et de la compréhension de ce que peut être une formation à la culture scientifique, plus génériquement, d'une part, et à la formation continue sur laquelle manifestement vous vous battez contre des moulins à vent. Non. Première réponse par Catherine. Alors, bon, moi j'interviens aussi en fait en MEF1, première et deuxième année, alors mathématiques et pas en premier degré, mais je sais donc quand même pour vous répondre par rapport un petit peu à la deuxième question par rapport à l'Académie de Strasbourg. Donc, en mon second degré, effectivement, ça fait déjà 3-4 ans largement qu'on travaille là-dessus, il n'y a aucun souci. Premier degré, ils vont le démarrer l'année prochaine. Donc là, on parle de la formation aussi initiale, parce que ça met un peu de temps à trouver comment dire, des gens qui avaient bossé là-dessus, quoi, aussi. Donc on est un petit peu en retard à ce niveau-là. Par rapport au premier degré, vous aviez totalement raison. Je pense qu'on a, et le rapport
Torossian le dit aussi, ça se termine par ça, où il nous dit en fait qu'il serait peut-être intéressant de créer un référent mathématique. Et donc je suis peut-être une des futures, je ne sais pas si ça existera, en tout cas, moi je me suis retrouvée justement à la, comment dire, à l'intersection de tout ça, puisqu'en fait j'ai commencé en étant enseignante second degré, formatrice second degré, et je me rends compte que les besoins sont là en premier degré, et c'est ce que j'ai proposé en formation hybride pour présenter mon CAFA. Et je pense, vous avez tout à fait raison, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un référent ou une référente mathématique du second degré dans chaque circonscription, pour pouvoir proposer notre expertise, parce que nous on a déjà, alors peut-être que dans 10 ans ça sera peut-être pas utile au niveau de l'algorithmique et la programmation, parce que les enseignants auront déjà beaucoup plus de bouteilles, mais je pense que dans le 3e année à venir, il faudrait effectivement que les enseignants du secondaire qui ont déjà pris beaucoup d'avance là-dessus puissent proposer des activités aux enseignants primaires. Et mon idéal à moi, ce que je proposerais, ça serait un référent qui puisse intervenir avec les CPC et en fait faire une espèce de relais, en fait faire comme une toile d'araignée, c'est-à-dire qu'on ait ensuite un référent dans chaque école, une mallette dans chaque école, mais en fait au départ que ce soit peut-être un enseignant du secondaire qui forme les CPC puis les enseignants du primaire, quelques-uns, et que ça fasse boule de neige. Et je pense que sinon on ne rattrapera pas notre retard. Et vous l'avez dit. Voilà. Cindy, peut-être rajouter quelques éléments. Ben oui. En fait, nous avons choisi 5 compétences clés et c'était la collaboration, la créativité, résolution de problèmes, la pensée informatique et la 5e, c'est critique. Alors pour ça, je ne comprends pas complètement votre question parce que effectivement, la pensée critique est très importante. Et nous, à l'ESP, comme enseignants en numérique, nous sommes assez ouverts d'accepter que nos étudiants ils sont pas d'accord avec nous parce que effectivement la créativité ils rentrent chez nous déjà en master 1, ça veut dire qu'ils ont déjà suivi 3 années en licence et il est possible que le moment où ils arrivent chez nous qu'en fait ils ne sont plus ouverts à la créativité et si les étudiants ils sont pas d'accord et que bon ils ont des critiques ou ils veulent pas utiliser les robots, ben nous sommes ouverts et on essaye toujours de bien indiquer les avantages et les désavantages. Nous ne sommes pas comme voilà, nous sommes vos enseignants et bon, tout ce qu'on raconte c'est la vérité, pas du tout. Alors la pensée critique c'est très important, il faut vraiment des étudiants qui réfléchissent bien sur ce qu'ils veulent faire, bien sûr. Merci. Donc j'espère que les éléments de réponse ont été apportés. Alors peut-être pour encore avancer, s'il nous reste vraiment quelques minutes, voilà, une deuxième question. Oui, donc merci pour la table ronde. Olivier Goletti, je viens de Belgique aussi. Et donc ma question, c'est un peu une crainte. On a des prémices d'obligation scolaire au niveau de la programmation et de l'algorithmique, effectivement, qui arrivent en France. On essaie de travailler un petit peu pour que ça arrive aussi en Belgique. Et la question, c'est que vu que c'est pas encore vraiment généralisé pour le moment, j'ai l'impression que la plupart des initiatives qu'on voit ici sur le salon sont périscolaires ou en tout cas pas obligatoires, que ça touche pas en tout cas tous les élèves systématiquement, et que bien souvent l'accent est mis sur du transdisciplinaire, sur les compétences du 21e siècle qui sont parfois fort génériques et pas... Donc parfois j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment centré sur des apprentissages, comme disait Monsieur Coas, les savoirs scientifiques et techniques. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on ne reste pas parfois trop en surface pour les objectifs d'apprentissage à ce niveau-là et qu'on ne va pas assez en profondeur pour vraiment ancrer les bases de ces disciplines? Alors je vais laisser répondre
nos invités, peut-être Catherine, mais avant tout, c'est quand même très clairement inscrit quand même dans les programmes, et je ne crois pas qu'il y ait du survol, même si ensuite il y a des projets qui fassent appel à plusieurs disciplines en travaillant différentes compétences, mais les compétences de mathématiques sont clairement identifiées, en sciences et en technologie sont clairement identifiées dans les programmes, soit dans le cycle 3, par exemple, je prends les exemples de cycle 3 ou cycle 4. Alors peut-être Catherine, ensuite Antonin, rajouter des éléments. Alors, pour répondre à la question, en fait, l'algorithmique et la programmation ne sont pas une partie du programme. C'est-à-dire que moi, je me fais j'essaye en fait, à chaque fois que je fais de l'algorithmique et de la programmation, de le rattacher à un autre élément de programme, que ce soit de la géométrie, que ce soit du calcul ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose à part. Mes robots, ils vont travailler du repérage, ils vont travailler de la géométrie, je fais des figures, donc c'est parfois, alors le côté ludique du robot va peut-être être souvent une ouverture vers le futur chapitre en fait, hein, et pas, c'est plutôt une introduction, et ça peut être aussi effectivement une conclusion, une fin de chapitre, mais c'est ancré toujours dans un autre chapitre, c'est jamais ou un autre domaine ou une autre compétence mathématique, mais en tout cas c'est jamais à part. Moi je refuse, alors on a peut-être démarré il y a 3-4 ans comme ça sur des projets un petit peu hors sol, un petit peu EPI, etc. Je peux comprendre, c'est la démarche que l'on a eue quand on a démarré. On est d'accord, mais bon, je veux dire, au bout de 3-4 ans de réflexion, on se rend compte qu'en fait, on peut les intégrer tous les jours dans notre quotidien. Et par exemple, moi, je travaille d'abord les robots et je ne fais le chapitre sur les angles, alors que j'ai bossé sur tous les angles et toute la programmation et je tortue qu'au mois de juin. Je vais peut-être faire hurler des gens, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'à faire les tracés et l'utilisation du rapporteur. Mais tout le reste sur le vocabulaire, etc., ou sur ce que représente un angle de 30 degrés et pas un angle de 90, ils vont le savoir, ils vont le comprendre, d'abord en algorithmique et en programmation. Mais en fait, c'est du curriculaire et ça leur permet de le voir plusieurs fois. Mais c'est jamais hors sol, en tout cas. C'est jamais faire de la programmation pour de la programmation. Ça, c'est mon choix. Je ne peux pas te dire que c'est partout pareil. Voilà, je ne suis pas garant de l'ensemble des enseignants. Antonin ? Moi, je veux juste réagir en disant que, à mon sens, c'est pas ou l'éducation scientifique et technique ou l'éducation du citoyen, c'est l'un et l'autre, avec évidemment des degrés dans les réponses qui sont apportées. Nous, en tant que mouvement d'éducation populaire, c'est certain qu'on part du prisme de l'éducation du citoyen et ensuite on y ajoute des éléments d'éducation scientifique et technique, y compris avec des partenaires pour se faire et pour le faire bien. Pour donner un exemple complètement hors de l'éducation populaire, vous disiez tout à l'heure que j'avais été un petit peu prof de philo. Le meilleur souvenir que j'ai de cours de philo, c'était un cours que j'avais fait avec le prof de maths du lycée. Et la question qu'on posait, c'était: la nature est-elle écrite en langage mathématique? Et finalement, à travers le traitement de cette question et l'intérêt que pouvait y porter aussi le prof de maths en question, c'était des terminales scientifiques qui arrivaient avec deux points de vue sur la philo au début de l'année, un préjugé sur ce que peut être la philo, ou en tout cas des interrogations, et puis le regard que dans le résultat du bac, c'était peut-être pas ce qui était le plus important. Et du coup, avoir le prof de maths et donner un petit peu de concret dans l'abstrait, parce que finalement, il n'y a pas de question plus abstraite que la nature est-elle écrite en langage mathématique. On est vraiment dans une réflexion métaphysique. Et ben ça a complètement permis aux élèves d'entrer dans une réflexion, et sans doute dans leur cours de maths pour y voir autre chose que justement uniquement de l'instrumental, et dans le cours de philo pour y voir autre chose que quelque chose de complètement perché ou qui répond uniquement au programme scolaire, quoi. Voilà. Merci. C'est vrai qu'après on touche des sujets encore plus vastes en termes de programmation, de mathématiques, de déterminisme,